Il a fait tous les déserts, quasiment tous, le Sahara, le Gobi, le Morave bien sûr, et même ceux que l'on ne connaît pas comme l'Afar ou le Namib. Il a mangé du python, marché sur des lézards cornus, il connaît l'histoire de ceux qui survivent en mangeant parfois des mouches. Il a jeûné jusqu'à 19 jours, parlé avec les peuples du désert, fraternisé aussi avec les Bushmen, les Toubous ou encore les aborigènes en Australie. Bonsoir Philippe Fray. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre « Peuple du désert, survivre face à l'extrême » avec cette magnifique photo en couverture. C'est aux éditions Artaud. Votre livre commence par un constat assez paradoxal. Il s'intitule « 2025, point d'interrogation ». Vous envisagez le désert comme un recours face à un monde saturé, hyperactif, très bétonné. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, le désert, il est plutôt hostile, voire même une menace. On dit d'ailleurs, s'agissant de l'Afrique, l'avancée inexorable du désert. Alors déjà, le désert n'avance pas. Il est là. Il est là depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Et même, il est habité. Donc il est habité par des populations de déserts qui sont très différentes d'un désert à l'autre. Et chose encore plus étonnante, ces populations sont les plus vieilles du monde. Donc non seulement on ne meurt pas forcément dans le désert en 24 heures ou 48 heures, mais en plus on peut y survivre et on peut y vivre longtemps, puisque les déserts abritent les plus vieilles populations du monde, 30 000, 40 000, 50 000 ans. Alors, le désert, quelle définition en donneriez-vous ce soir sur notre plateau? C'est quoi un désert? Alors un désert, normalement, c'est un endroit où il ne pleut pas, première définition. Deuxième définition, c'est un endroit où il n'y a pas de vie. Alors où il n'y a pas de vie végétale, animale, ni humaine, mais on l'a vu, c'est faux, puisqu'il y a des gens dans pratiquement tous les déserts. Et il y a de la vie aussi, végétale et animale dans tous les déserts. Donc en fait, il n'y a aucun désert qui correspond à la définition d'un désert. Mais ils sont là, donc avec leurs excès, leurs extrêmes. Les exoplanètes dont on parlait tout à l'heure avec l'astrophysicien, ce sont d'une certaine manière des déserts. Ce sont des déserts, effectivement. Donc toutes les planètes sont des déserts, que ce soit Mars ou autre. D'ailleurs, on serait étonné de constater que la température et le milieu sur Mars est à peu près le même que dans le Gobi. Le désert de Gobi en Chine. Le Gobi est en Chine, n'est pas en Mongolie. Et par exemple, en Mongolie, il fait à peu près moins 40 en hiver et plus 40 en été. Sur Mars, il fait moins 120 degrés en hiver. Et puis à peu près 30-40 en été. Donc c'est presque pareil. On découvre des images durant cet entretien de deux documentaires qui vous sont consacrés, de vos documentaires. Est-ce que vous avez un souvenir? Quel est votre premier contact au juste, Philippe Fray, avec le désert? J'ai commencé très très jeune, donc j'avais 16 ans à peine. Et j'étais en fait en Turquie, Syrie, Irak, mais à l'époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Ouais. Et j'ai découvert en fait des semi-nomades, c'était des Kurdes, dans un semi-désert, donc dès l'âge de 16 ans. Et depuis, on peut dire que j'y passe à peu près 6 mois par an, voire beaucoup plus. Actuellement, je passe à peu près 10 mois par an dans les déserts du globe. Pour vous, quel est le désert le plus hostile de la planète Terre et le plus fascinant aussi? Peut-être d'abord le plus hostile. Alors c'est difficile à dire. En tout cas, le plus grand du monde, c'est le Sahara, c'est sûr. C'est également celui qui est le plus proche de chez nous. Ouais. Il y a 1 heure d'avion de Paris, 1h30. Par contre, on le connaît très peu, c'est vrai, mais c'est pas le seul qui peut dégager une impression d'absolue méconnaissance de chacun. Par exemple, le désert de Gobi en Chine a aussi sa dose de mystère. Il est impressionnant. On dit que le plus aride, c'est celui de l'Atacama au Chili, côté Pérou, côté Chili. Le plus fascinant pour vous, quel est-il? Le plus fascinant, c'est toujours le prochain. Donc ça va être probablement le désert de Gobi que je m'apprête à traverser complètement d'ici octobre prochain. Comment vous allez le faire? C'est un problème. C'est un problème parce que les chameaux à 2 bosses ont une autonomie face au manque d'eau d'environ 4-5 jours. Et ce désert fait environ 25 jours à traverser. Donc je ne sais pas encore. Et vous, votre autonomie, je disais que vous aviez jeûné durant 19 jours. Oui, ne pas manger, ça c'est pas un problème. Par contre, le manque d'eau, il est fatal. Il peut être fatal en quelques heures. Donc en fait, j'ai constaté qu'on peut évoluer sur environ 50 km par très forte chaleur, par 50 ou 55 degrés. On peut circuler sur 50 km dans un sens ou dans l'autre, mais en aucun cas plus. Et je considère que c'est vraiment un maximum. Donc on peut mourir de soif très 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 vite. Vous avez mangé du python, vraiment? Oui. Racontez-nous dans quelles circonstances? C'était dans le désert australien.
Donc c'est une sorte de semi-désert, une sorte de bouche, mais qui abrite pas mal de vie animale. Et donc les aborigènes vivaient de cette façon. Donc certains encore le font, donc en survivant du bush. Effectivement, il faut s'imaginer que les gens font en sorte de se nourrir et de subsister là. Donc effectivement, ils connaissent tous les secrets de chasse, de cueillette. Ce sont eux qui m'ont appris comment faire dans ce désert. Quel est le trait d'union entre tous ces peuples du désert? En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de commune mesure entre tous ces habitants des déserts, si ce n'est qu'ils habitent tous dans un désert. Mais on ne peut pas comparer, par exemple, un Touareg qui monte sur son dromadaire, vêtu de blanc, voilé, etc., avec un bushman du désert du Kalahari qui est dans son désert à lui, le désert du Kalahari en Afrique australe, avec un arc et des flèches empoisonnées, avec un cache-sexe en cuir, c'est pas comparable. Et ainsi de suite, d'un désert à l'autre, on aura cette surprise de constater que il y a 1001 façons de vivre dans 1001 déserts sur la planète et qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Tous les continents ont leur part de désert. Oui. Ces peuples du désert, est-ce qu'ils vivent ou est-ce qu'ils survivent aujourd'hui? Ils vivent. Alors déjà, dans un désert, on survit au quotidien. Donc effectivement, ça peut paraître dur, aride, mais c'est toute une culture qui se développe également. Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ne pensent que à comment ils vont boire dans les heures qui suivent, etc. Ils ont une culture excessivement riche, par exemple la culture Touareg, la culture Toubou au Tchad, ou d'autres nomades du Sahara, ou d'autres nomades de tous les déserts. Ils ont une culture, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants, ils ont des traditions, ils ne sont pas à mésestimer, et je dirais même qu'ils sont plus près de la nature et plus près d'une certaine réalité que nous. Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces régions et sur ces peuples qui y vivent? En fait, pas beaucoup, parce que les déserts sont étonnamment stables. Alors on parle de réchauffement de la planète, on dit que le désert avance, ce n'est pas vrai. Si le désert avance, c'est parce qu'il y a une surpopulation sur les marges du désert, donc au Sahel. Et effectivement, quand il y a trop de troupeaux, quand il y a trop de coupes d'arbres, par exemple, effectivement, l'homme fait avancer le désert. Mais le désert n'avance pas de lui-même. Il est là, il est stable. Donc en fait, il n'y a pas grand risque. Les déserts vont nous survivre, c'est sûr et certain. Encore faut-il que l'homme s'y adapte. C'est un des seuls endroits du monde, quand même, où on est obligé de respecter les règles de la nature. On ne fait pas plier le désert. C'est l'homme qui est obligé de se couler dans le désert. C'est pas du tout pareil. Quel rapport avez-vous avec ces peuples du désert? Est-ce que vous êtes très vite accepté? Est-ce qu'il y a parfois, vous qui venez d'Occident et de France très précisément, une intrigue au départ en se disant qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Au début, oui. Au début, c'était pas une hostilité, mais ils comprenaient pas. Et puis, par la suite, il ne faut pas y aller une fois, il faut y aller 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Moi, je passe mon temps dans les déserts du monde, que ce soit au Sahara, que ce soit dans le désert de Gobi. Maintenant, c'est des amis, tous. Je me rappelle d'une conférence que j'avais faite à Nouakchott, et il y avait des nomades mauritaniens qui venaient du fin fond de la Mauritanie, ils ne parlaient même pas français. Ils étaient en boubou, comme ça, avec leur toge, le turban. Ils essayaient d'apprendre quelques petits trucs que moi, je pouvais leur expliquer sur le désert, sur la façon dont on élève des chameaux, c'est très drôle. Vous critiquez le tourisme de masse. À première vue, il n'y en a pas dans ces régions du monde? Il peut y en avoir. Il y en a eu à certains moments. Donc on avait quand même une surdose un petit peu de tourisme dans certains endroits. Alors il y a des zones entières du Sahara où ils n'ont jamais vu un touriste, jamais vu un occidental. Mais il y a des zones où il y avait quand même un peu trop. Voilà. Mais ça reste des zones très déterminées. Alors vous écrivez à la fin du livre cette phrase que je vais citer sur le rapport au fond que l'on a au peuple du désert. Vous dites, si je la retrouve, cette phrase... Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais la retrouver. Vous dites, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre avec mes semblables, surtout s'ils sont différents, car justement, c'est alors qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. J'ai retenu cette phrase parce que par les temps qui courent, la tendance, c'est plutôt de vivre avec ceux qui nous ressemblent, avec un certain repli, parfois identitaire. Mais absolument. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, justement, d'aller vers l'autre? Moi, ce qui m'étonne, c'est d'abord, premièrement, comment ils font pour vivre là. Donc, ils ont des choses à m'apprendre. C'est physique, c'est pratique. On est obligé de se plier à ça. Et dans un deuxième temps, on le fait avec plaisir. Découvrir, par exemple, ou redécouvrir mes amis nomades, là, dans les images qui défilent. Hassan, je le connais depuis 90, donc ça fait 25 ans.
que je le connais. Je l'ai encore vu le mois dernier quand j'étais au Tchad, et ainsi de suite. Pour certains bushman du désert du Kalahari, j'y passe tous les 6 mois. Donc c'est vraiment avec un plaisir énorme. Et c'est ces différences. Ils m'acceptent, hein. Maintenant, il n'y a plus de problème. Alors, on a montré tout à l'heure dans la première partie de 64 minutes, ce journal, une image de ce qui pourrait devenir très très prochainement le plus grand iceberg jamais observé dans l'histoire de l'humanité. Les déserts des glaces, très peu pour vous ou ça vous tendrait ? Les déserts chauds font déjà 1/5 de la planète. Si on ajoute les déserts froids, ça fait à peu près la moitié des terres émergées. C'est énorme. Donc moi, je façonne mon organisme et mes neurones aux déserts chauds. Vous n'y êtes jamais allé encore? Non, on n'en partit pas encore. Merci beaucoup Philippe Frey d'être venu témoigner sur notre plateau. Peuple du désert, très bel hommage. Survivre face à l'extrême, c'est aux éditions Artaud. Merci à vous. Merci.